Chaque année aux États-Unis, des centaines d'incendies surviennent au bloc opératoire. La prévention de ces incendies nécessite un travail d'équipe et la compréhension des dangers réels liés à l'utilisation de l'oxygène au bloc. Cette vidéo présente de nouvelles directives cliniques pour prévenir ces incendies. Les nouvelles recommandations visent à éliminer les circuits ouverts de supplémentation en oxygène pendant la sédation ou à sécuriser les voies aériennes si le patient a besoin d'une concentration élevée en oxygène. Je vais maintenant mettre un peu d'oxygène sous votre nez. Ça pourrait chatouiller un peu. Vous êtes à l'aise? Parfait. Nous avons un chirurgien, faut-il l'appeler? Il devrait arriver. Très bien, super. Vous vous sentez bien? Vous vous endormez, Andrew? Parfait, tout va bien. Prête à poser le champ opératoire, René? Pas encore, Dr Rooney. Nous avons utilisé une solution antiseptique à base d'alcool. Il faut encore attendre qu'elle sèche. Bien, pouvons-nous faire notre time-out pour la sécurité du patient? Oui, merci. Voici Andrew Smith, numéro de dossier médical 55 01 328. Nous allons pratiquer l'excision d'une lésion sous-mandibulaire droite et éventuellement une plastie en Z. Nous sommes tous d'accord? Oui. Je suis d'accord. Oui. Scalpel, s'il vous plaît. Au feu, au feu! Coupez l'oxygène. Baissez le champ opératoire, donnez des éponges et une solution saline. Je vais chercher l'extincteur. Je m'inquiète que ces voies aériennes soient brûlées. Je pense que je vais intuber le patient. D'accord, je vais appeler le service de réanimation et lui réserver un lit. D'accord, c'est très bien. Dans vos 4 années d'exercice, avez-vous déjà connu un tel incident? Non, je suis sûr que je m'en souviendrai. Jamais. C'est arrivé vraiment très vite. J'ai eu la peur de ma vie. C'était sous le champ opératoire. On ne voyait pas vraiment ce qui se passait. L'équipe chirurgicale n'avait pas compris le véritable degré de risque d'incendie de cette procédure. Il est possible de prévenir les incendies au bloc opératoire. Et dans les majorités des cas, il s'agit simplement de faire très attention à l'administration de l'oxygène. D'après l'analyse menée par l'Institut ECRI, sur un grand nombre de signalements d'événements indésirables médicaux, il est estimé que 600 incendies surviennent chaque année au bloc opératoire aux États-Unis. La plupart sont sans gravité. Cependant, certains causent des lésions graves, une défiguration, voire la mort. Chaque chirurgie présente un risque d'incendie. Certaines procédures sont plus risquées que d'autres. Les incendies au bloc opératoire surviennent dans ou sur toutes les parties du corps, mais la majorité concerne des zones où l'oxygène est présent en forte concentration. Ces zones potentiellement enrichies en oxygène comprennent la tête, le visage, le cou et le haut du torse, qui représentent environ 65% des incendies au bloc. Les 35% restants touchent d'autres parties du corps. Un incendie se déclare si une énergie d'activation, un combustible et l'oxygène sont réunis. Chaque membre de l'équipe chirurgicale doit connaître ces 3 éléments et les risques d'incendie qu'ils représentent. En règle générale, les chirurgiens utilisent des énergies d'activation telles que des bistouris électriques. Les infirmiers de salle d'opération appliquent des solutions antiseptiques et autres combustibles. Et les anesthésistes contrôlent l'administration d'oxygène et de protoxyde d'azote. L'équipe chirurgicale au complet doit discuter du risque d'incendie pour chaque patient. Le time-out préalable à l'intervention est le moment idéal pour identifier les risques d'incendie et coordonner les méthodes de prévention. L'enrichissement en oxygène est le facteur le plus important qui contribue aux incendies au bloc opératoire, en particulier pendant une intervention sur la tête, le visage, le cou, les voies aériennes et le haut du torse. De nombreuses choses qui ne brûlent pas à l'air ambiant mais s'enflamment et brûlent facilement en présence d'une atmosphère suroxygénée. Dans un contexte chirurgical, le protoxyde d'azote est aussi dangereux que l'oxygène pour l'entretien des incendies. Les feux sont plus ardents et plus puissants
en présence d'une plus grande concentration d'oxygène ou de protoxyde d'azote. Afin de réduire le risque d'une trop forte concentration d'oxydants, il faut tenir compte des besoins en oxygène du patient. La supplémentation systématique en oxygène par source ouverte, telle qu'une canule nasale pendant une chirurgie cervico-faciale, augmente la concentration en oxygène dans le champ chirurgical et la probabilité d'un incendie. Pour éviter les incendies pendant la sédation avec une voie aérienne naturelle, nous devons nous poser la question. La supplémentation en oxygène était nécessaire pour ce patient? Il est possible de pratiquer une sédation sûre et efficace sans supplémentation en oxygène. Dans ces cas, pour le confort du patient, il est possible d'administrer de l'air via une canule nasale ou un masque. Il faudra surveiller la saturation en oxygène avec un oxymètre de poule, comme toujours, pour veiller à une oxygénation adéquate. Si la supplémentation en oxygène est nécessaire pour maintenir l'oxygénation adéquate du patient, il faut sécuriser les voies aériennes au moyen d'une sonde d'intubation ou d'un masque laryngé pour éviter que l'oxygène pénètre dans l'espace chirurgical. Cependant, pour certaines interventions chirurgicales autour de la tête, du cou ou du haut du torse, il faut une sédation consciente et il faudra administrer l'oxygène avec une canule nasale ou un masque pour maintenir une saturation suffisante en oxygène. Il pourra s'agir de cas où le patient sous sédation a besoin de pouvoir parler pendant l'intervention, comme par exemple une chirurgie carotidienne, une intervention neurochirurgicale ou l'implantation de certains pacemakers. Il peut aussi y avoir des cas inhabituels où le risque de sécurisation des voies aériennes pour une intervention d'ordre mineur est plus grand que le risque d'une administration ouverte minutieuse. Pour administrer l'oxygène par canule nasale ou masque dans ces cas exceptionnels, il ne faut pas utiliser de débitmètre d'oxygène auxiliaire, qui permet seulement d'administrer de l'oxygène à 100%. L'objectif est d'administrer l'oxygène à la concentration minimale nécessaire pour maintenir une saturation suffisante d'oxyméglobine. La limitation de la concentration d'oxygène administrée à 30% ou moins permet de réduire le risque d'incendie pendant ces chirurgies à risque et peut procurer une saturation suffisante d'oxyhémoglobine, mais l'air ambiant est préférable dans la mesure du possible. Le risque d'incendie si la concentration en oxygène est inférieure à 30% est inexistant, mais de nombreux éléments qui ne brûlent pas dans l'air brûlent, avec une concentration d'oxygène à 30%. 3 options sont recommandées pour mélanger l'oxygène à l'air pendant ces interventions, lorsque l'administration ouverte d'oxygène est essentielle. L'approche la plus fiable est l'utilisation d'un mélangeur oxygène, air administré par une canule nasale ou un masque. Les principaux avantages sont que la concentration en oxygène est réglée directement et que ces appareils sont précis. Cependant, bien qu'ils soient couramment utilisés dans d'autres domaines hospitaliers, les mélangeurs oxygène-air ne sont pas toujours présents dans les blocs opératoires. L'alternative est un appareil d'anesthésie 3 gaz. Il doit fournir l'air, l'oxygène et le protoxyde d'azote, avec une sortie commune pour le gaz mélangé. Il faut faire attention au ratio d'oxygène et d'air utilisé. Il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter très peu d'oxygène à l'air pour que la concentration dépasse 3%. Par exemple, l'ajout de seulement 200 ml d'oxygène par minute à 1,8 litre d'air crée une concentration en oxygène de 29%. Cependant, il est possible que les appareils d'anesthésie plus récents ne soient pas dotés d'une sortie de gaz commune. Pour les appareils d'anesthésie 3 gaz, sans sortie de gaz commune, l'administration d'un mélange d'air et d'oxygène est possible via la pièce en Y. Pour un changement plus rapide de la concentration d'oxygène administrée, fermez la valve APL. Cette technique présente l'avantage de pouvoir mesurer la concentration d'oxygène administrée par les débitmètres à l'aide du moniteur de concentration d'oxygène. Quelle que soit la méthode d'administration ouverte utilisée, si vous administrez de l'oxygène à 100% dans l'intention de réduire ensuite la concentration avant d'utiliser une source d'énergie, il faudra probablement plusieurs minutes pour réduire la concentration de l'oxygène administré au patient et accumulé sous le champ opératoire. D'autre part, la concentration réelle de l'oxygène dans l'espace opératoire n'est pas connue dans le cadre d'une administration d'oxygène ouverte. Vous devez toujours commencer par la concentration d'oxygène la plus faible pour assurer la sécurité du patient. L'administration de 5 à 10 litres d'air par minute sous le champ opératoire peut permettre de dissiper l'excédent d'oxygène. L'utilisation d'autres modalités chirurgicales, telles qu'un bistouri bipolaire ou un scalpel harmonique, peut supprimer le risque d'inflammation. Un champ à inciser pourra, dans certains cas, contribuer à isoler l'oxygène du champ chirurgical. Les techniques de drapage, telles que le drapage ouvert, lorsque le visage est ouvert partiellement, voire pas du tout, ont été recommandées pour réduire le risque d'accumulation d'oxygène sous le champ et d'envahissement de l'espace chirurgical. Attention,
Ces techniques doivent être utilisées uniquement dans des cas exceptionnels, car elles ne permettent pas d'éliminer complètement le risque d'incendie au bloc avec l'administration d'oxygène à plus de 30%. Pour résumer, les méthodes préventives qui peuvent être utilisées pour des cas exceptionnels sont le mélange d'air et d'oxygène, la dilution de l'espace sous le champ avec de l'air, l'utilisation d'autres modalités chirurgicales et l'utilisation de techniques de drapage modifiées. Comme les incendies enrichis par l'oxygène, les incendies liés à l'alcool peuvent causer des dommages corporels graves. Les solutions antiseptiques à base d'alcool brûlent facilement à l'air ambiant et le feu se voit difficilement. Les feux déclenchés par un produit à base d'alcool peuvent causer des dommages corporels graves. Si vous utilisez une solution antiseptique contenant de l'alcool, il faut la laisser sécher complètement avant de poser le champ. Les précautions doivent être les mêmes avec les teintures ou les pansements inflammables tels que le collodion. Ils doivent sécher avant d'utiliser un bistouri électrique ou une autre source d'activation à proximité. De nombreux autres éléments chirurgicaux brûlent vivement en présence d'oxygène enrichi. En veillant à ce qu'un excédent d'oxygène n'enrichisse pas l'espace chirurgical et en laissant les solutions antiseptiques à base d'alcool sécher complètement, vous pourrez éviter la plupart des incendies au bloc. De nombreux instruments chirurgicaux couramment utilisés produisent de la chaleur, mais sont obligatoires pour pratiquer l'intervention. Vu qu'il est souvent impossible d'éliminer la source d'activation potentielle, il est essentiel de contrôler la concentration en oxygène dans l'espace chirurgical afin de réduire le risque d'inflammation du combustible. Voyons donc comment il aurait été possible d'éviter l'incendie dans notre exemple précédent. D'accord, pouvons-nous faire notre time-out pour la sécurité du patient? Bien sûr. Voici Andrew Smith, numéro de dossier médical 55 01 328. Nous allons pratiquer l'excision d'une lésion sous-mandibulaire droite et éventuellement une plastie en Z. Nous sommes tous d'accord? Je suis d'accord. Cette procédure présente-t-elle un risque d'incendie? C'est possible. Nous utilisons un bistouri électrique. J'administre seulement de l'air par la canule nasale et je surveille le CO2. D'accord, c'est très bien. Si je dois augmenter l'oxygène, je vous le dirai. Dans ce cas, je vous avertirai avant de cautériser. Parfait. Nous avons utilisé une solution antiseptique à base d'alcool, mais elle était sèche avant le drapage. C'est très bien. Super. Scalpel, s'il vous plaît. La sensibilisation au danger d'incendie et la communication au sein de l'équipe sont la clé de la prévention des incendies au bloc. Tout s'est bien passé. Vous devez pouvoir éviter les incendies au bloc si vous éliminez l'oxygène en forte concentration et les vapeurs d'alcool de l'espace chirurgical. Cependant, en cas d'incendie, il faut un travail d'équipe rapide pour réduire le risque au minimum. Les anesthésistes doivent supprimer la source d'oxygène du feu. Le chirurgien et l'infirmière du bloc peuvent retirer le champ en feu pendant qu'un autre membre du personnel verse une solution saline sur et autour du patient pour éteindre le feu. Le cas échéant, l'instrumentiste peut utiliser un extincteur pour éteindre le champ en feu une fois qu'il a été retiré du patient. Les occasions où l'extincteur doit être utilisé directement sur le patient sont rares. Les feux des voies aériennes sont particulièrement dangereux et nécessitent une intervention rapide pour retirer les articles en feu et réduire au minimum les dommages corporels subis par le patient. Pour un feu des voies aériennes ou du circuit respiratoire, il faut verser une solution saline dans les voies aériennes du patient pour éteindre d'éventuelles braises résiduelles et refroidir les tissus. Il est aussi possible d'éviter les feux des voies aériennes en contrôlant la concentration en oxygène. Pendant une amygdalectomie, un feu est possible en présence d'oxygène ou de protoxyde d'azote en forte concentration dans l'oropharynx. Le risque de feu est réduit en utilisant une concentration en oxygène inférieure à 30%, sans protoxyde d'azote et une sonde d'intubation qui ne fuit pas. En présence d'oxygène, dont la concentration est supérieure à 30%, ou de protoxyde d'azote, il faut aspirer profondément dans l'oropharynx à l'aide d'une canule métallique avant de procéder à une électrochirurgie. Pendant une trachéotomie, il faut souvent administrer de l'oxygène en forte concentration aux patients pour éviter l'hypoxie. Un feu peut survenir lors de l'entrée d'un instrument électrochirurgical dans une trachée enrichie en oxygène. Il faudra privilégier l'utilisation d'un scalpel ou de ciseaux pour pénétrer dans la trachée enrichie en oxygène. Pendant une bronchoscopie chirurgicale, un feu peut survenir lors de l'activation d'un laser à fibre optique ou d'un appareil électrochirurgical dans le poumon enrichi d'oxygène. La concentration en oxygène doit être réduite à moins de 30% avant d'activer l'appareil chirurgical. La surveillance de l'oxygène inspiré et expiré permettra de confirmer la concentration recherchée. Un fort débit de gaz
doit permettre une réduction rapide de la concentration en oxygène pour permettre la chirurgie et une augmentation rapide de la concentration en oxygène pour éviter une hypoxie prolongée. Il est possible d'éviter les incendies au bloc opératoire. Le risque d'incendie au bloc doit faire l'objet d'une discussion au sein de l'équipe pratiquant l'intervention. En cas d'utilisation d'une solution antiseptique contenant de l'alcool, il faut la laisser sécher complètement avant de poser le champ. L'administration ouverte d'oxygène pour une chirurgie de la tête, du visage, du cou et du haut du torse n'est pas recommandée. La concentration en oxygène dans l'espace chirurgical doit être contrôlée. Pour les patients nécessitant d'une supplémentation en oxygène, contrôlez les voies aériennes à l'aide d'un masque laryngé ou d'un tube endotrachéal pour exclure l'oxygène de l'espace chirurgical. Les exceptions possibles sont les chirurgies où un patient doit parler pendant l'intervention et une supplémentation en oxygène est nécessaire. En cas d'incendie, retirez rapidement les éléments en feu du patient pour réduire les dommages corporels, tout en débranchant simultanément le circuit respiratoire du patient. La réussite de la prévention sera assurée en accordant plus d'importance au travail d'équipe et à la connaissance des causes d'incendie. Pour des informations complémentaires, il existe de nombreuses publications sur ces thèmes. Merci pour votre attention.